Salut, c'est Célia. Merci de prendre ce temps pour toi ici avec moi. Je suis contente de te retrouver ce jour avec Mike le Mike, bien que celui-ci doive nous quitter pendant quelques temps malheureusement. Il est arrivé seulement la semaine dernière, je crois, et il doit repartir aussitôt. J'ai en effet remarqué quelques dysfonctionnements de son lorsque j'enregistrais certaines vidéos avec lui. Il va devoir retourner à l'usine. C'est un petit peu triste. Je suis ici aujourd'hui pour te présenter un jeu de collage qui est dans ma collection depuis 4 ans. Il est arrivé un petit peu avant le Tarot of the Cosmic Seed dont je t'avais déjà fait une revue sur la chaîne et que je te mettrai ici, ainsi qu'en bas de la barre de description si tu ne l'as pas encore vu. Ça peut être intéressant si tu aimes les jeux de collage. Le Starchild Tarot, c'est un tarot qui a acté le début de la carrière de Daniel Noël dans la cartosphère. Un début en trombe, clairement, qui a marqué les esprits, et il a été ce jeu tellement réédité à travers les années qu'il en existe maintenant plusieurs versions à choisir en fonction des préférences et des budgets de chacune. Je t'explique tout ça juste après. Et avant, si tu ne me connais pas encore et que tu découvres cet espace, moi c'est Célia. J'ai créé cette chaîne et cette série de vidéos pour nous les passionnés de cartes qui voulons aller plus en profondeur dans nos collections. Cette série de revues ultra détaillées a pour but de te donner un retour d'expérience fouillé sur des jeux de ma collection que j'utilise depuis des mois, des années. Ce ne sont pas des premières impressions, ce ne sont pas des unboxings. Donc si ce tarot t'intéresse et que tu cherches une revue super honnête et complète, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. C'est un type de contenu que j'aurais aimé trouver sur YouTube quand je me renseignais sur des jeux par le passé, car ça m'aurait fait économiser tellement d'argent que j'aurais pas dépensé dans des jeux inutiles et ça m'aurait fait économiser aussi énormément de temps. Si tu veux du contenu qualitatif pour développer ton discernement sur la cartosphère et t'entourer d'une collection qui te ressemble vraiment, abonne-toi. Et si tu es abonné, merci beaucoup de suivre mon travail ici. C'est un plaisir de te créer ce contenu et d'échanger avec toi en commentaire. Après le générique, je te raconte tout sur ce jeu pour que tu prennes la décision d'achat la plus informée possible. Bienvenue dans Un regard sur le Starchild Tarot. Avant toute chose, sache que tu peux ajuster la vitesse de lecture de la vidéo pour l'accélérer au besoin en cliquant sur la roue crantée qu'il y a juste en bas à droite de ton écran. Tu as aussi un chapitrage de façon à naviguer facilement dans la vidéo car je structure rigoureusement celle-ci pour que tu trouves toutes les informations dont tu as besoin facilement. Donc petite information, ce jeu il existe dans de nombreuses versions différentes, certaines qui sont encore disponibles à la vente et d'autres non. Chacune des versions de ce jeu a des cartes qui ont été changées, donc je t'invite si ce jeu t'intéresse à bien te renseigner sur quelle version tu acquiers, car il est possible que certains visuels que tu as vus passer appartiennent à d'autres versions que la version que je possède. À ma connaissance, il reste actuellement en auto-édition 3 versions disponibles de ce jeu. Tu as la réimpression de la première édition, qui possède des cartes différentes de celles de la première édition tout court, et ce jeu vient avec 2 possibilités de boîtes qui indiquent 2 dos de cartes différents. Moi j'ai la boîte rose avec ce dos de cartes, tu vois, qui a cette jolie couleur rose pâle. Il y a la boîte dite turquoise, si je ne dis pas de bêtises, qui a le dos de cartes grise. C'est exactement le même motif au dos, juste la couleur du fond est grise. Toutes les cartes qui sont à l'intérieur, à ma connaissance, sont similaires en termes de visuel à celle de la boîte rose que je possède. Ensuite, tu as également la version akashique qui est encore disponible et c'est une version qui est sans bordure avec un cartouche qui est coloré au niveau du titre. Et tu as même une version assez abordable de grande distribution française, ce qui est fou parce que ce jeu n'existe qu'en anglais en version auto-éditée et assez cher, et il existe une version française pas chère de ce jeu, qui est super qualitative, de ce que j'ai compris, qui est un coffret de chez Arcana Sacra, et pour reconnaître les différentes versions de ce jeu, tu peux te référer au design des boîtes que je t'ai inséré dans cette vidéo au moment approprié. Concernant le contexte d'achat de ce jeu, je possédais déjà 2 jeux de Daniel Noël avec lesquels je vibais bien, et 2 mois après m'être procuré notamment le Moonchild Tarot, je m'étais dit mais pourquoi pas tenter l'aventure avec le Starchild, qui au final est devenu mon jeu préféré de tous les jeux de Daniel Noël en ma possession, ce qui est un peu cocasse, puisque lorsque j'avais découvert le Starchild plus tôt dans ma vie, il m'attirait pas plus que ça. C'est donc vraiment l'acquisition de ces 2 autres jeux de Daniel Noël qui m'ont fait me dire, vas-y, le Starchild, pourquoi pas, il a l'air d'avoir une vibe assez différente de tous ces autres jeux. Donc concernant le parcours de la créatrice, donc Daniel Noël, Noël sans tréma et pas avec 2 LE,
parce que je dis ça parce que moi, à chaque fois, je mettais Noël avec 2 LE. C'est une artiste visuelle, designer et auteure canadienne. Elle a grandi sur une île au large de Vancouver et son environnement insulaire, entouré par l'océan Pacifique, recouvert de forêts denses, a énormément inspiré son travail. On va le voir tout à l'heure. Puisque dans son travail, on retrouve beaucoup la nature, l'isolement, l'océan et les paysages brumeux. Elle a étudié les arts visuels. Son parcours professionnel s'est ancré dans le soin aux autres. Elle a travaillé notamment plusieurs années comme intervenante dans des centres d'hébergement pour femmes et en parallèle, elle était très intéressée depuis très tôt à l'énergétique et à la spiritualité. C'est ce mélange d'empathie, d'expérience sociale avec des personnes notamment en détresse et sa quête mystique qui se ressent profondément dans ses jeux. Ce sont toujours des jeux qui sont empreints d'une grande douceur, de mystère. J'ai personnellement jamais vu une seule carte représentant de la violence dans ces jeux et son univers c'est la synthèse visuelle de nombreuses de ses passions et domaines d'études personnelles. Elle est fascinée par les civilisations anciennes, particulièrement l'Égypte antique, les mythes de la Lémurie et de l'Atlantide. Le concept controversé de starseed, donc de graines d'étoiles, de poussière d'étoiles, qui s'inspire de la croyance métaphysique selon laquelle certaines âmes ont des origines galactiques ou cosmiques et seraient plus matures, plus avancées que les autres et auraient incarné sur Terre de manière à augmenter le niveau vibratoire de la Terre. Je rappelle que c'est un concept qui rappelle à la qualification de dérive sectaire par la Mivilude en France. Personnellement, je reste à l'écart de ce type de croyance. C'est également un jeu dans lequel le féminin sacré est clairement célébré. Il y a une majorité de figures féminines à l'intérieur de ces jeux. Il y a beaucoup de travail autour de l'intuition féminine. Là, je pense que ça se sent avec cette grande prêtresse très mystique du cycle féminin, de la force féminine. Et on retrouve également beaucoup de géométrie sacrée à l'intérieur de ces imageries. Danielle a développé un style sublime et inimitable qui influence énormément de créateurs avec ses techniques de collage numérique pointues. Elle utilise aussi dans chacun de ses jeux des palettes de couleurs qui sont assez distinctes dans lesquelles on finit toujours par trouver des tons pastels. C'est aussi une personne qui a eu des projets collaboratifs avec d'autres auteurs, mais en ce qui concerne son travail à elle, où elle est autrice et artiste, elle a majoritairement choisi la voie de l'auto-édition afin de garder le contrôle absolu sur la qualité de production de ses œuvres, à l'exception du Dreamgate Oracle, si je ne dis pas de bêtises. Elle est reconnue pour avoir élevé les standards de production des jeux dans le monde du tarot indépendant, et elle a créé le Star Child sur une période d'à peu près 2 ans, durant laquelle elle avait souvent des visions dans ses rêves des cartes qu'elle devait créer intuitivement. Concernant l'analyse du titre, The Star Child, ça veut dire... Alors, moi j'ai du mal à savoir si ça veut dire l'enfant étoile ou l'enfant des étoiles. En tout cas, on y retrouve cette idée d'être quelqu'un qui vient d'ailleurs que la Terre. Et je t'en ai parlé tout à l'heure avec le mouvement des Starseeds, c'est une croyance à laquelle je ne me rattache pas. Le titre ne me dérange pas non plus pour autant, je lui attribue pas de sens particulier. En termes de caractéristiques techniques et de la composition du coffret, c'est une des meilleures qualités de coffret qui m'ait été donnée de croiser, bien que ce ne soit certainement pas ma préférée, je t'expliquerai pourquoi après. Donc ce tarot, c'est un tarot de 78 cartes qui suit le système Rider-Waite-Smith. C'est un jeu qui a des cartes qui sont assez larges. Donc elles font 12 cm 7 de longueur et 7 cm 6 de largeur. Ce sont des cartes qui sont assez épaisses. Je crois que la densité, c'est du 400 grammes par mètre carré. Et les tranches de ce jeu, j'ai pas pouvoir te montrer en fait l'intégralité du jeu parce que j'ai classé les cartes, etc. en différentes piles pour te montrer ensuite quelques petites choses. Mais du coup, ce sont des tranches qui sont dites dorées, bronze, mat, et qui sont un petit peu scintillantes. Lorsque j'ai reçu ce jeu, il y avait un tout petit peu de toute fine paillette qui restait en fait sur le doigt. Là à ce stade, vu comment est-ce que j'ai brassé ce jeu, ça n'est plus le cas. Par rapport à la texture des cartes, on est sur des cartes qui ont un fini vraiment velours, un fini dit peau de pêche dans la communauté tarot. Et c'est la raison pour laquelle je te disais tout à l'heure que ça n'est pas ma qualité de carte préférée, c'est qu'avec cette combinaison de le jeu il est grand, il est large, les cartes sont épaisses, avec ce fini peau de pêche, les cartes collent beaucoup entre elles, ce qui rend un peu difficile leur brassage, en plus d'avoir un jeu qui est assez lourd en main. Après, ça reste un jeu de très bonne qualité et dont la qualité sublime vraiment les collages. Concernant la boîte, elle est bien rigide. Regarde, quand j'ai reçu ce jeu, il avait pris un choc ici, et vraiment à l'intérieur, il ne s'est absolument rien passé, tu vois.
dans la boîte. Donc bien rigide, bien protectrice, de super qualité, qui est très jolie. À l'arrière, je vais te montrer à quoi ça ressemble. On a des visuels des cartes. J'aime beaucoup quand les artistes font ça. Après, on n'a pas de petite description du jeu, mais c'est pas très grave. Moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, j'ai ce qui s'appelle la boîte rose, c'est-à-dire avec ce portail rose ici. La boîte a le même toucher que les cartes, c'est-à-dire peau de pêche, et a des encoches pour ouvrir facilement la boîte une fois qu'elle est fermée. Et tu vas trouver à l'intérieur quelque chose que j'aime beaucoup, des petites illustrations, etc. Moi, j'aime beaucoup ce côté de la boîte qui permet vraiment une immersion dans cet univers cosmique, galactique. Concernant le livret, c'est un livret qui est en anglais, il est en noir et blanc, il n'y a pas de couleur dedans, il est relié avec du fil, ce qui lui permet d'être durable. La couverture est également au toucher peau de pêche, donc vraiment on a un thème peau de pêche pour ce jeu. C'est également du papier qui est glacé. Tu le sais peut-être si tu as déjà vu mes revues, ce n'est pas ce que je préfère, parce qu'on peut pas écrire vraiment dessus et gommer ensuite sans laisser de cracra sur les pages. Et surtout, je trouve que c'est vraiment une occasion manquée ce guidebook, parce que regarde où sont les illustrations. Elles sont minuscules, proches de la reliure et présentes uniquement pour les majeurs, ce que je trouve très dommage. Et c'est franchement un de mes seuls reproches, hormis la thématique du jeu qui ne me plaît pas, parce que pour moi un effort aurait pu être fait sur la présence d'illustrations dans le livret. Je trouve que c'est un peu dommage d'avoir mis que les illustrations des majeurs, de les avoir mis à cet endroit-là qui rend quand même assez difficile le fait de les regarder, et surtout pas en couleur quoi. À l'intérieur du livret, tu vas trouver une introduction. Voilà son plan et son contenu, notamment ici. Je te précise qu'il y a des sections qui sont dans l'introduction qui n'apparaissent pas sur ce sommaire. Ensuite, pour chaque carte majeure, tu vas avoir un message ici, donc dans la section The Message, après avoir retrouvé le titre ainsi que la carte dessinée en noir et blanc en minuscule en haut. Tu as ensuite de l'autre côté 2 questions de journaling ici. Tu as ensuite une rubrique qui s'appelle Additional Meanings, qui contient quelques mots-clés, et tu as ensuite une description pour la signification renversée. Pour les cartes mineures, tu as les mêmes informations, sauf les questions de journaling, il n'y en a pas, donc The Message, Additional Meaning, Reversed. Et concernant les cartes de cours, tu as des mots-clés, le message renversé, et tout nouveau, la section People, qui te permet de connecter des traits de personnalité avec ces archétypes. Il y a toute la fin du livret également qui vient citer les différents modèles qui ont posé pour Daniel, afin de faire des photos lui permettant de les intégrer dans ses collages. Je trouve que c'est vraiment super de pouvoir avoir accès à ces informations-là. C'est une des raisons pour lesquelles je pense que ce jeu a été autant apprécié, parce que c'est un jeu qui représente beaucoup de personnes de la communauté witchy, spirituelle, et donc c'est un jeu dans lequel il y a une forte présence de la communauté. Personnellement, j'ai feuilleté le livret plusieurs fois, et il ne m'excite pas du tout. Le fait qu'il soit écrit en noir et blanc et une police qui est assez petite, je suis pas très chaude pour travailler avec. Il y a quelques informations qui sont assez génériques dedans. Je trouve qu'on n'est pas du tout sur de la description en fait de ce qu'il y a sur les cartes, ce qui est littéralement ce qui m'intéresse le plus, de savoir pourquoi certains créateurs créatrices choisissent ces représentations-là, ces personnages-là, dans ces positions-là, dans ces décors-là, plutôt que les représentations traditionnelles. Et sachant que c'est un jeu qui n'est pas un Rider-Waite-Smith traditionnel, je trouve que c'est un peu dommage, c'était une occasion manquée. Et en fait, comme je sais bien lire les cartes, j'ai pas besoin de ces informations à l'intérieur, donc je vois pas vraiment l'intérêt de regarder ce qui s'y passe. Après, il y a eu en effet plusieurs moments où je comprenais pas forcément la représentation de certaines cartes, et j'essayais d'aller dans le livret pour voir ce que ça disait, et en fait 90% du temps, je n'y trouvais rien de plus que ce que je savais déjà sur cet archétype, et donc j'ai arrêté de me tourner vers ce livret qui ne me servait pas. J'ai quand même eu parfois quelques petites indications sur la signification de certaines cartes, en essayant de regarder la perspective de Daniel dessus, je réussissais à faire le pont entre ce qu'il y avait sur l'image et ce qu'il y avait dans le livret, mais il n'y a aucun pont direct qui est créé entre cette signification et la représentation sur la carte, ce qui veut dire que c'est à toi de faire travailler ton cerveau pour pouvoir créer ces ponts. Je vais te donner un exemple ici. J'ai la carte du jugement qui s'appelle dans ce jeu Awakening, et j'ai eu pendant longtemps du mal à comprendre cette carte. Et puis un jour, j'ai décidé de prendre le livret, et à l'intérieur du livret, Daniel Noël parle à un moment d'un relargage, d'un détachement de certains attachements, certaines émotions assez lourdes. Et donc tu vois maintenant que ça fait complètement sens quand tu vois cette sorte comme de cascade et en même temps de seuil. Il y a cette idée de venir relarguer ici et maintenant ce qui ne sert plus, ce qui est trop lourd, pour pouvoir passer en fait au niveau d'après. Tu vois que là d'ailleurs c'est un endroit qui est assez agité, et là c'est un endroit qui est beaucoup plus calme. Donc on a affaire vraiment à cette idée de purge, de laisser tomber dans l'eau tout cela, de s'en débarrasser, de se purifier pour passer à un niveau supérieur. On passe maintenant à l'analyse esthétique du jeu. En termes de formatage, tu vois qu'on a une bordure blanche qui entoure les illustrations. Concernant les titres, ils sont inclus à l'intérieur de cette bordure blanche
qui est un tout petit peu plus large en bas qu'en haut. Les titres sont en anglais, en bas de la carte. Et sur les majeurs, tu vas avoir un chiffre romain assez discret sur l'illustration en haut. On note aussi dans ce jeu un changement de titre pour 6 arcanes majeures notamment. Donc tu vas avoir le fou qui est renommé Starseed, qui est juste là. Tu as ensuite l'ermite qui a été renommé Serenity. Tu as le pendu qui est nommé Perspective, donc The Hanged Man Perspective. Ensuite, tu as 2 cartes que je te montrerai plus tard dans la vidéo. C'est la carte de la mort qui a été renommée Transformation. Le diable, The Devil, qui a été renommé également Oppression. Et tout à l'heure, je te l'ai déjà montré, le jugement qui est renommé Awakening. Pour les suites, on a aussi un changement de nom. Les deniers sont maintenant appelés des Crystals et tout le reste est habituel, c'est-à-dire que tu as les Wands, les Cups et les Swords. Les images sont du collage digital où Daniel Noël vient mélanger quelques photographies vintage, souvent libres de droit ou issues d'archives, des textures de peinture, de photographies, des photographies de paysages ou de modèles qu'elle prend elle-même sur son île et des éléments d'illustration numérique avec des éléments de graphisme, de design qui sont structurants. Tu vois, comme ici par exemple, tout ça tu vois bien que c'est clairement du design. Là, cette sorte de petit motif ici c'en est également. Et le résultat de son travail, c'est un rendu en couches superposées, en layering, avec parfois un petit peu d'effet de transparence qui donne cette impression de rêve lucide. Au niveau du dos des cartes, je te l'avais déjà montré tout à l'heure, mais je te le remontre ici. C'est un dos qui est réversible, le mien il est rose, et on y trouve de la géométrie sacrée, avec cette impression qu'il y a un ordre complexe inhérent à la vie, à l'existence, au monde, qu'on s'apprête à plonger dans la complexité de cet univers, à comprendre des choses qui nous étaient jusqu'alors inconnues. Dans ce jeu, on trouve un mélange de types de compositions différentes. Les 3/4 des cartes, je me suis amusée à compter, représentent des personnages qui sont en majorité donc des femmes, avec 6 cartes qui représentent des personnages en double, voire même plus. Personnellement, j'aime beaucoup ces cartes. Je trouve que ça plonge immédiatement dans une forme de surréalisme, dans l'onirisme. On comprend bien quand on voit ce type de cartes qu'on a quitté la réalité plan-plan en les regardant. Il y a également un certain nombre de cartes qui ne contiennent pas d'humains, dont seulement 3 avec des animaux que je te montrerai tout à l'heure, parce que la majorité des cartes qui possèdent des animaux en leur sein sont des cartes où on a un humain accompagné par un petit familier. Voilà pour les 3 cartes qui représentent uniquement des animaux, avec un lion, une licorne, et ici une carte avec des tigres et des serpents. Si tu regardes encore la vidéo à ce stade, c'est que tu apprécies cette revue et qu'elle t'est sûrement utile. Pour que je continue à te les produire et me remercier, c'est super simple, il suffit de mettre un petit pouce en l'air. Et si tu n'es pas encore abonné, c'est le moment de cliquer sur le bouton s'abonner. C'est pratique pour qu'on reste en contact et ça te permet de recevoir dans ton fil d'abonnement les vidéos que je prépare pour toi dans le futur pour continuer à nourrir ton parcours intentionnel avec ta collection. Merci pour tout! On retourne à la revue. Il y a aussi des cartes qui sont ce que j'appelle figuratives. J'aime énormément la présence de ces cartes à l'intérieur du jeu. Je trouve que ce sont des cartes qui permettent vraiment de faire respirer le jeu. Il y a certaines cartes aussi qui ont un usage intéressant de la symétrie et qui détonnent avec les autres. C'est le cas par exemple de celle-ci. On sent que notre œil il est un peu aspiré par cette harmonie visuelle. Moi je sais que mon œil il adore ces cartes parce qu'il cherche à tout prix à en faire sens. Ça c'est une de mes cartes préférées, j'adore cette carte du soleil. C'est un jeu qui est multi-ethnique. En tout cas, pour un jeu qui est sorti en 2016, si je ne m'abuse, je trouve qu'il y a un effort qui a été fait pour inclure une diversité ethnique et de couleur de peau. J'ai compté et il y a 10 cartes qui représentent des personnes racisées. Tu me diras sur 78, c'est pas beaucoup, mais vu qu'il n'y a pas non plus toutes les cartes qui représentent des gens. Également, parmi les personnes racisées, j'ai trouvé qu'il y avait une belle diversité de visages, de traits différents. Par contre, on a très clairement des lacunes concernant la représentation d'âge et de morphologie corporelle. C'est clairement un jeu qui représente des personnes jeunes, avec des corps valides et minces, et ce n'est pas un jeu avec lequel j'ai réussi à connecter tout de suite pour cette raison, parce que je suis une femme qui est déforme, et je suis jeune, mais je suis pas aussi jeune que la majorité des personnages représentés, qui franchement, quand on les regarde, on a l'impression qu'ils ont la vingtaine, pas plus. Donc il m'a fallu un petit peu de temps pour pouvoir passer outre cet aspect dans le jeu. Tu as également probablement donc remarqué depuis le début de cette vidéo que Daniel ne suit pas du tout le Rider-Waite-Smith traditionnel. Son jeu, c'est une réinterprétation assez personnelle et onirique du Rider-Waite-Smith. Concernant les compositions, on a pour la majorité des cartes, genre quand les cartes représentent des personnages qui sont en pied ou parfois qui sont tronqués au niveau du buste, mais
quand même la majorité des personnages sont quasiment entiers dans le décor, à l'exception de la Reine des Épées qui dans cette version du jeu s'apparente plutôt à un portrait. Il y a un certain nombre de personnages qui ont le regard vers nous, ce qui nous permet de nous inviter à nous interroger. Les personnages ont essentiellement des tenues néo-bohèmes. Je précise aussi un élément qui à mon sens explique pourquoi Daniel Noël a autant de succès, c'est que la plupart des personnes qui sont pudiques et ou qui sont sensibles à la nudité peuvent travailler avec ces jeux. De mon expérience, dans des jeux qui travaillent autour du féminin, il y a souvent une présence de la nudité partielle ou totale, ce qui personnellement ne me gêne pas du tout, mais qui peut être un sujet sensible pour beaucoup. Je ne me rappelle pas avoir vu dans les jeux de Daniel Noël de figures particulièrement dénudées. Les corps des personnages ont des positions qui sont vraiment évocatrices de la signification des cartes. Leurs poses sont toujours intéressantes par rapport à ce qu'on peut retrouver dans d'autres jeux. C'est aussi un jeu dont les compositions sont assez simples, avec des personnages qui posent au milieu du décor. Concernant les décors, on a une forte présence de la nature, comme tu as pu le remarquer. On y trouve des déserts, là par exemple à l'arrière c'est un désert. On y trouve des plages, des forêts, des montagnes, des grottes, avec assez peu d'arbres dans ce jeu, assez peu de végétation, de fleurs. Parfois on se trouve également dans le cosmos. On a, tu l'as probablement remarqué, une très grande présence de la Lune dans beaucoup de cartes, des cartes qui représentent pas mal des astres. Là tu vois pas mal d'images du cosmos, là on retrouve carrément 2 lunes. On retrouve aussi des cartes avec des temples ou des paysages assez oniriques, comme ici avec ce roi de coupe, dont on a l'impression qu'il est dans une sorte de paysage onirique, moitié temple, où il y a une cascade et il est à moitié immergé. Enfin, c'est très intéressant. Bref, tu vois, on a des personnages qui nous sortent de la mondanité. On a des paysages qui sont pas du tout urbains, contemporains. Ce sont des paysages qu'on pourrait croiser en méditation, en rêve et qui nous transportent. Ce que j'aime aussi particulièrement dans ce jeu, c'est que la palette de couleurs qui est utilisée par Daniel Noël n'est pas super limité. On y retrouve comme couleur majoritaire pour moi le turquoise et le rose. C'est le cas par exemple pour cette carte, on a pas mal de turquoise et on a du rose. Mais on a aussi par rapport à beaucoup de ces jeux des couleurs qui sont assez terrestres, qui amènent de l'ancrage au jeu. On y trouve par exemple des couleurs turquoises qui sont, j'ai envie de dire, un peu boueuses. Alors ça se verra pas très bien à la caméra, mais je t'assure, il y a ce truc moins clean, tu vois. On n'est pas du tout dans une esthétique super pastel. C'est le cas par exemple ici, tu vois qu'on trouve des couleurs assez terrestres avec des touches de marron, parfois un petit peu de vert. C'est le cas ici aussi par exemple avec, je crois que c'est une des cartes les plus vertes du jeu, celle-ci. Ou celle-ci aussi, on est clairement sur une carte qui est un petit peu verdâtre. Et je trouve que c'est vraiment un jeu qui a une palette de couleurs qui ne ressemble à aucune autre dans ce thème un peu galactique. En termes d'atmosphère, pour moi ce jeu c'est vraiment un pont entre la Terre et l'éther. J'aime beaucoup les cartes où il y a des personnages qui sont sur Terre avec en arrière-plan le cosmos qui est vraiment indicateur de possibilités. Pour moi c'est un jeu qui ouvre la capacité à rêver pour soi et en soi. Voilà par exemple, c'est très étrange en fait le paysage dans lequel elle est, et derrière t'as vraiment le cosmos. Pour moi on sent qu'on est bien sur Terre, mais qu'on est en train de rêver d'une autre réalité sur Terre, une réalité plus magique, plus douce, plus bien traitante, plus tranquille, plus connectée. J'aime beaucoup le fait que ce jeu ne soit pas un jeu trop perché. Je vois pas du tout ce jeu comme un jeu galactique, cosmique, contrairement au système de croyance qu'il a inspiré. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je raisonne avec très peu des nouvelles œuvres, des œuvres postérieures de Daniel Noël. C'est trop en haut pour moi, c'est trop perché pour moi. Je vois vraiment ce jeu comme un jeu équilibré, avec des personnages qui ont une certaine expressivité avec leur posture, bien plus qu'avec leur visage. C'est le cas par exemple ici. C'est un jeu qui est esthétique, qui est expansif, apaisé, posé. Je sens personnellement bien le fait que l'artiste ait pas mal de résilience et a travaillé dans le soin. Je l'ai dit tout à l'heure, mais les cartes négatives ne sont pas dramatiques ou sensationnelles, elles sont pas activatrices de peur. C'est un jeu qui est indéniablement mystique, mais c'est pas forcément ce que ce jeu m'évoque le plus, étrangement. Pour moi, c'est vraiment un jeu qui me permet de prendre de la distance avec ce que je vis, et pas tant un jeu qui me sert à faire de la connexion spirituelle. Je te l'ai dit tout à l'heure, j'avais été assez étonnée d'accrocher plutôt bien avec le Star Child, et la raison c'est que je suis une personne qui suis assez ancrée dans la vie. Moi je suis scientifique de formation, et ces imageries cosmiques, galactiques, c'était vraiment pas le type d'univers qui me plaisait. Les deux précédents jeux
illustrés par Daniel Noël que j'ai possédés sont des jeux qui sont plus ancrés que celui-ci, raison pour laquelle j'ai choisi de le faire rentrer dans ma collection. Je pense qu'en fait j'avais été rebutée par les versions ultérieures qui étaient sorties au moment où j'ai commencé à m'intéresser en fait aux cartes. Il y avait notamment la version Akashic qui était sortie, la version française qui existe en grande distribution, parce que j'ai l'impression que c'est des versions dans lesquelles on a clairement quitté la Terre. On est vraiment très très loin dans les étoiles, et ce lien avec les étoiles, c'est pas particulièrement quelque chose que je ressens. Je me sens connectée à l'univers, mais pas spécialement au cosmos. C'est pas quelque chose qui m'intrigue plus que ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ce que j'aime avec ce jeu, c'est le fait qu'on est dans la rêverie, en fait. Pour moi, il y a vraiment un côté, je rêve de plus de possibilités, d'un monde plus rassurant, plus paisible, plus magique. Et ce que j'aime dans ce jeu, c'est sa capacité à être un pont entre le concret et l'imagination, pour un monde plus sain, plus safe. Après, là où j'ai pas du tout été étonnée avec ce jeu, c'est que, comme je l'ai eu après le Moonchild et un autre de ces jeux qui ont vraiment des esthétiques super léchées, on sent que c'était des jeux dans lesquels il y avait un travail de collage mais qui est incroyable et qui est, tu sais, tellement incroyable qu'il en devient transcendantal, c'en est presque pas humain. Et ben ce jeu, le Star Child, vu que c'est le premier jeu qu'elle a sorti, c'est un jeu qui a un côté un petit peu plus underground. Les collages sont pas parfaits, il y a parfois des proportions de corps qui sont super bizarres. Regarde, en termes de proportions, cette carte elle est un petit peu bizarre, non? On dirait pas qu'elle est super courte sur pattes par rapport à la taille de son buste. Idem, j'ai toujours eu du mal, par exemple, avec cette carte-là. J'ai du mal à imaginer que cette personne, ce soit genre une personne en entier. On voit clairement que c'est un collage. Idem, une des cartes qui est, je pense, la plus mal aimée de tout le jeu, cette carte du hiérophante, qui est ultra bizarre, avec ce hiérophante qui a une peau presque d'alien, un peu verdâtre. Donc c'est ça que j'aime dans ce jeu, c'est qu'il y a des trucs, tu vois, un petit peu bizarres. Du coup, ça fait tout de suite moins prendre au sérieux ce jeu. Il y a un côté tout de suite plus réel, en plus de toutes ces couleurs un petit peu plus terreuses que dans ces autres jeux. Et quelque chose de plus authentique de cet artiste qui du coup a débuté dans le milieu tarot avec cette création, et je suis pas étonnée du coup d'avoir finalement apprécié ce jeu d'un certain côté, parce que c'est un jeu qui a un côté plus authentique, plus brut, et l'authenticité c'est une de mes valeurs fondamentales, donc je pouvais que raisonner avec. Concernant l'utilisation de ce jeu, c'est un jeu qui est adapté à la méditation, la visualisation, l'écriture, et en tirage, c'est un jeu que j'ai utilisé sans le livret, comme je te l'ai dit. Je l'ai utilisé pour à peu près tout type de questions, mais j'ai trouvé que vraiment il brillait sur les thématiques de la quête spirituelle. Attention, j'ai pas dit la connexion spirituelle, j'ai la guérison, le retour à soi, vu que c'est un jeu assez doux, sans imagerie violente. Et dans les moments difficiles, je sais que je peux me tourner vers lui, parce que c'est un jeu qui permet de rêver à un ailleurs, un possible. Et il y a vraiment cette idée pour moi de pas être coincé dans une réalité qui est difficile et morose, tu vois. Tant qu'on peut rêver, il y a de la vie. Je l'ai utilisé par contre vraiment très peu sur des thématiques professionnelles et relationnelles qui sont pour moi des thématiques plus pratiques, plus concrètes. Et pour moi, ce jeu, il a pas l'ancrage nécessaire pour dealer vraiment avec ces questions-là. Et surtout, c'est un jeu, tu l'as vu tout à l'heure, qui n'est pas forcément évident à interpréter. On n'a pas d'informations dans le livret pour expliquer certaines cartes. Là, par exemple, débrouille-toi avec ce 10 de cristal. On va maintenant passer à mes 5 cartes préférées. La première, c'est cette carte dont je t'avais dit tout à l'heure qu'elle avait été renommée. C'est la carte du diable, ici appelée Oppression. J'aime énormément cette carte avec ce personnage qui est voilé de la tête aux chevilles. J'aime le fait qu'on ait ici ce nuage noir et de l'autre côté que ce soit un petit peu plus dégagé. On a vraiment ce côté équilibre ombre-lumière. On a d'un côté dans sa main ici un globe qui est en lévitation avec par-dessus une plume. Pour moi, ça évoque des thématiques, notamment par exemple d'écologie. La plume, pour moi, ça évoque le fait d'avoir bonne conscience. Et de l'autre côté, on a ici quelque chose qui ressemble très clairement à une pièce. Et ici, on a un cristal. Donc, je le vois ici comme une carte qui est assez politique, mine de rien, avec ce truc de qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu choisis ce qui est superficiel, l'extractivisme, l'argent, tout ça, ou est-ce que tu choisis la légèreté du cœur, avec notamment la protection par exemple de l'environnement. Et on voit bien que ce personnage, il a plutôt le regard qui est dirigé vers justement ce qui est plutôt dysfonctionnel. Ensuite, il y a cette carte du 4 de bâton. En fait, cette carte, je trouve que c'est une des cartes qui est les plus incroyables pour représenter le 4 de bâton. Si on m'avait dit un jour que j'apprécierais ce type d'imagerie pour le 4 de bâton, j'y aurais jamais cru. Pour moi, c'est vraiment, mais la sérénité, cette carte, c'est un truc de fou. On a l'impression d'être justement
au-dessus des nuages noirs. On a ces bâtons qui sont en lévitation, donc on est au-delà de ce qui peut être assez complexe, de tous ces cumulus. Il y a vraiment ce presque coucher de soleil ici qui est absolument magnifique, et je vais pas te raconter ma vie, mais j'ai un souvenir d'un moment où j'étais en Australie et où j'ai assisté à ce qui s'appelle un moonrise sans savoir ce que c'était. C'était spectaculaire, et en fait cette carte me rappelle le moment d'émerveillement et de communion absolue avec ce qui était en train de se passer dans le ciel à ce moment-là. On a ensuite cette carte du magicien. Qu'est-ce que j'aime cette carte du magicien? Déjà j'adore le côté très psychédélique avec toutes ces couleurs ici. Déjà je trouve que c'est incroyable que ce magicien soit au sol. C'est quand même pas une position vraiment commune. Donc il y a vraiment des partis pris, des représentations qui sont mais tellement intéressantes dans ce jeu, avec ce magicien donc qui s'appuie sur le sol, qui ancre quelque chose, et qui a cette baguette qui est dirigée vers là-haut, et quelque chose qui se passe dans le ciel à ce moment-là. Il y a vraiment cette idée de je suis en connexion ici-bas et je commande quelque chose qui doit se passer. Je fais quelque chose qui va avoir un impact, un rayonnement. Je trouve que c'est une carte qui est très évocatrice, et surtout j'aime vraiment le fait qu'il touche le sol, qu'il reste en connexion avec le sol. Ensuite, il y a une autre carte qui a été renommée, la carte de la mort, ici appelée Transformation. J'adore cette carte de la mort avec justement cette avenue ici qui donne vers une sorte de portail. J'aime le fait que on ait presque ce côté inévitable, parce que il y a ces sortes de stalagmites, tu vois, qui montent du sol, qui empêchent en fait techniquement ce personnage d'aller ailleurs. Et j'aime le fait que avant ça se voit, elle tournait le dos en fait à ce portail, et là elle se tourne pour regarder ce portail. Donc il y a vraiment ce côté prise de conscience dans la mort de quelque chose qui est encore inconnu. Il n'y a plus rien à faire ici. Ici il fait noir, ici tu peux pas t'enfuir, il se passe rien du tout, t'es obligé d'aller par là-bas. J'aime ce côté inévitable, et j'aime vraiment la position du corps, quoi. Tu vois, je t'en ai parlé tout à l'heure, les positions des corps des personnages sont vraiment très intrigantes. Et ensuite ici on a la carte de la lune. Qu'est-ce que j'aime cette carte de la lune? Donc on a clairement cette idée de cyclicité avec cette femme. Donc c'est une aussi des cartes qui représente le même personnage dans, on va dire, des tenues différentes, même si je me doute que ça doit être des effets digitaux. Il y a vraiment cette idée de passer par différents états d'âme, en fait. J'aime beaucoup le fait que ce soit représenté, ce côté émotionnel, cyclicité. Dans la carte de la lune, j'apprécie beaucoup le fait que ça change de la perspective Rider-Waite-Smith traditionnelle. Je vais te montrer maintenant quelques étalages à 3 cartes pour que tu puisses voir comment est-ce que... Alors ce sera des étalages à 2 cartes en fait, parce que j'ai pas assez de place sur ma table. Donc des étalages à 2 cartes pour que tu puisses voir comment est-ce que les cartes interagissent entre elles en tirage, les unes avec les autres, pour voir si ça convient notamment à ta pratique. C'était mon regard sur le Starchild Tarot, un tarot que je trouve cosmique mais pas trop, et qui m'accompagne depuis 4 ans, qui est clairement un pilier de ma cartothèque. Et toi, quel est ton regard sur ce jeu? Dis-moi si tu as aimé cette immersion en section commentaires, et si tu as aimé cette vidéo et qu'elle t'a été utile, sache que j'en suis ravie. Pour me remercier, tu peux mettre un petit pouce en l'air, ça permettra à d'autres personnes de tomber sur cette vidéo et de les aider dans leur processus d'achat. Tu peux aussi t'abonner pour pouvoir recevoir des notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos. C'était Célia, merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi jusqu'à la prochaine fois.